Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. 70 élèves du lycée Diadème testés positifs au Covid-19. C'est tout l'établissement qui est fermé. Les internes restent pour le moment sur les lieux jusqu'à leur retour dans les îles en fin de semaine. Au moins un nouveau décès confirmé ce mardi et une vingtaine de patients hospitalisés au service de réanimation du Taoné, un service qui fonctionne à flux tendu. Combien de temps va-t-il encore tenir? C'est ce que nous allons tenter de savoir dans quelques instants avec Ayata Tarhao, que nous allons rejoindre en direct du centre hospitalier du Taoné. Enfin, pour terminer, les enseignants de Rurutu se lancent dans les classes bilingues, un projet linguistique ambitieux que l'on vous dévoile en fin de ce journal. Nous vous l'annoncions hier soir dans nos éditions, le lycée Diadème du Taoné à Pirée a fermé ses portes ce soir sur décision du ministère de l'Éducation. 70 élèves positifs au Covid-19 ont été isolés depuis quelques jours. Ils effectuent leur septaine dans un centre mis à leur disposition. À l'heure où je vous parle, une quarantaine de jeunes sont en attente de leurs résultats. Natacha Silagi et Hubert Liao. C'est officiel, le lycée du Taoné ferme. Le Covid a frappé. Les élèves doivent quitter les lieux. C'est plutôt une bonne chose pour les précautions, mais poursuivre les cours, c'est pas forcément évident pour tout le monde. En tant qu'élève, on va dire que c'est quand même bien parce que du coup, ça me fait des vacances en plus. Ici, une vraie grosse entreprise. 2300 élèves et 250 enseignants. Plus de 70 cas actifs et près de 40 en attente de résultats de tests. Mieux vaut se retirer. À 3 jours des vacances, est-ce qu'il faut absolument le faire aujourd'hui ou ça pouvait attendre 3 jours? Bon. Nous, on n'a pas les chiffres, exacts du nombre de cas positifs. Est-ce que ça vous a fait peur, vous? Non, non, du tout. Je pense qu'on est habitué depuis 8 mois, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on vive avec. Les enseignants et les parents s'inquiètent. Le Covid s'en prend au cours. Que fait-on des équations de maths et de la dictée du participe passé lorsque les profs sont isolés eux aussi? Pour nous, c'est une décision raisonnable vu qu'on sait que les élèves, la plupart sont asymptomatiques. Du moins, on n'a pas les chiffres sur le nombre d'élèves qui ont attrapé le Covid. Le plus important, c'est de rassurer les parents, rassurer les enseignants. Je crois que c'est ce qui est fait. La situation, c'est un contexte particulier pour tout le monde. Tout à fait. On doit tous lutter ensemble contre Ça va être compliqué de rassurer en ce moment, non? Oui, il faut le dire, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qu'on va traverser comme toutes les autres. Et puis, ce qui est important, c'est que surtout, concrètement, les familles et les élèves trouvent des ressources pour travailler, trouvent des ressources pour continuer d'être pleinement motivés et pleinement dans leur scolarité. C'est ça qui est le plus difficile, c'est trouver une solution pour protéger et en même temps continuer d'éduquer. Voilà, vous êtes tout à fait dans la complexité de la situation. C'est la raison pour laquelle, sur recommandation donc, du bureau de veille sanitaire, Madame la ministre a pris la décision de fermer par précaution. Les élèves internes vont rester sur place. Plusieurs associations se sont engagées à les prendre en main. À noter également que l'école Vaipuari à Mara, dans la commune de Paea, est exceptionnellement fermée jusqu'à vendredi. Et puis on compte au moins un nouveau décès lié au coronavirus ce mardi. Du côté de l'hôpital du Taoné, la tension du personnel soignant monte face au nombre de patients hospitalisés, plus de 70 à ce jour. Vous l'avez entendu la semaine dernière sur notre antenne, le cri d'alerte de Mireille Duval, représentante CSTPFO au CHPF, dénonçant le manque d'effectifs. Qu'en est-il réellement de la situation Covid+? Nous rejoignons Ayata Tarhao en direct de l'hôpital. Ayata, la situation semble se dégrader. Et oui, Chiquita, vous l'avez dit, plus de 70 patients sont aujourd'hui hospitalisés, 77 exactement ce soir, soit 10 personnes de plus en seulement 24 heures. Et si ce rythme perdure, eh bien l'hôpital saturera très vite. Quoi qu'il en soit, ces patients ont été répartis dans plusieurs services. Il y a ceux initialement dédiés en avril dernier, les urgences, la réanimation et le coworking. Dans le second, par ailleurs, 6 malades sont en intubation trachéale
Montréal à l'heure actuelle. Dans l'espace coworking, on y dénombre 14 hospitalisés pour une capacité d'accueil de 16 personnes. Ces services étant saturés, d'autres zones ont été aménagées. En l'occurrence, le service de chirurgie viscérale où la totalité des lits dédiés aux malades du Covid sont occupés. Alors il a fallu trouver d'autres places. Le service néphrologie a été mobilisé. Il accueille également une zone tampon. 17 places sont disponibles pour l'heure. Un malade y est hospitalisé. Le CHPF totalise donc 77 malades. Est-ce que ces services suffiront à faire face à l'épidémie ? Eh bien, écoutez, la capacité actuelle est de 129 lits, car à l'instar des services cités tantôt, il faut en rajouter 2, le service pneumologie et le service neurologie. Tous deux pourront loger 26 malades. Quelles seront donc les conséquences ? Eh bien, nous les connaissons déjà. Tout d'abord, les conséquences en termes de personnel. Mireille Duval l'avait annoncé. Pour y faire face, l'hôpital a déjà identifié des ressources. Ils feront appel aux anciens, aux retraités, aux plus jeunes personnels soignants retraités. Aujourd'hui, le CHPF n'a clairement pas les moyens de faire tourner 46 postes en réanimation. Ensuite, d'un point de vue technique, les dirigeants de l'hôpital devront être bons au jeu des chaises musicales, car tout l'enjeu est que l'établissement puisse poursuivre ses activités, que la Covid-19 n'altère en aucun cas la prise en charge diagnostique ou thérapeutique. Demain, la direction de l'hôpital rencontrera le pays juste avant le Conseil des ministres. Ayeta Tarho, merci beaucoup pour cet éclairage en direct donc de l'hôpital du Taoné. L'hôpital qui recherche également des infirmiers anesthésistes ou du personnel formé à la réanimation. Sachez également que sur 11 salles d'opération, 9 sont dédiées au Covid-19. Et vous le savez, le couvre-feu est sur toutes les lèvres, mais est-il la solution pour éviter la saturation des structures de santé ? Dans la rue, les avis sont partagés entre restaurateurs et population. On se positionne comme on peut et au milieu de ce débat, un pare-feu. L'avocat Thibault Millet, l'homme de loi, avait tiré une première fois la sonnette d'alarme sur la légalité de cette décision. Jeanne Fanariotis, Laïté Mauri et Mirko Vanfou. Pour ou contre ? La question du couvre-feu n'est ni une bonne nouvelle, ni rentable pour les restaurateurs. C'est difficile d'aller dîner à 18h pour tout ça parce que le restaurant va fermer à 21h. Et d'autant plus pour les restaurateurs, il faut qu'ils ferment au moins 1 heure à l'avance. 1 heure avant le couvre-feu. C'est pas rentable. Non, c'est pas rentable du tout. On fait tout exactement comme ce qui se passe à l'échelle nationale, sans avoir les avantages, je parle simplement par exemple du chômage. J'ai vraiment un sentiment d'injustice. Et pourtant, la Polynésie est bien loin du climat anxiogène de la métropole. Il faut arrêter de faire du papier collé avec la France, parce que la France, c'est pas la Polynésie. On est moins impacté par rapport à la France. Et puis en même temps, nos restaurateurs ne sont pas préparés. Puis on a besoin de touristes, c'est vrai, mais si les touristes y viennent, que les restaurants sont fermés, c'est dommage. Pas pour tout le monde. Tiaré l'affirme, ce couvre-feu ne va rien compliquer. Il va au contraire ramener de la sérénité dans les quartiers dits difficiles. Il y a toujours quelque chose sur la route le soir, à peine parce qu'ils n'écoutent pas quand on leur dit qu'il y a le couvre-feu. Ils aiment faire le fou sur la route jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis là, en ce moment, on est content. C'est sur ce point que l'avocat Thibault Millet souhaite attirer l'attention du gouvernement. Supposé éviter la saturation des structures de santé, l'homme de loi pose clairement la question. Ce couvre-feu est-il la solution ou une privation des libertés ? Ça fait 7 mois qu'on doit prendre des mesures et ces mesures n'auraient pas été prises et donc on va sanctionner la population. Alors qu'en réalité, on a encore peut-être les moyens aujourd'hui de recruter du personnel, d'acheter du matériel et de faire face à cette maladie. La vigilance est de mise et pour les plus optimistes, on ne change pas ses habitudes, on fait de petits sacrifices pour le bien de tous. Je pense que c'est une situation extrêmement compliquée au niveau sanitaire, mais aussi au niveau économique. Et que oui, il est important de faire ce qu'on peut pour à la fois soutenir l'économie du Fénois tout en protégeant les plus faibles. Couvre-feu ou pas couvre-feu, telle est la question.
Et puis aux Marquises, les tests des 2 personnes suspectées à Hivaoa se sont révélés positifs. Les médecins de Lille enquêtent actuellement sur les cas contacts possibles, le risque de contamination ayant été jugé élevé. Et des mesures sanitaires qui pèsent aussi sur le monde sportif. Beaucoup d'événements programmés jusqu'à la fin de l'année ont été annulés et les matchs de football sans public risquent de coûter cher à la fédération. On écoute Chalari Otima, directeur des compétitions de la Fédération tahitienne de football, dans le cadre de l'invité café. Les 2 premières journées où nous avons mis à huis clos, ça nous a coûté quand même à la Fédération tahitienne de football 570 000. Donc si là, comme le commissaire a décidé de prolonger jusqu'au 25 novembre, donc nous allons suivre, donc ce qui va nous coûter pratiquement, ça va nous faire 6 semaines, 6 semaines tu divises par 2, ça fait 3, ça va nous coûter pratiquement dans les 1 700 000, plus les 500 000 qu'on a déjà dépensés, ça va coûter à la fédération 2 200 000, rien qu'en indemnité des arbitres. Sans compter que à côté, on nous oblige de désinfecter le stade, les vestiaires avant chaque match et de le nettoyer et de le désinfecter après chaque match. Donc nous sommes obligés là aujourd'hui, on dépense, nous la Fédération tahitienne de football, nous sommes à près de 3 millions de dépenses, rien que pour la désinfection et tout le matériel qui va avec. Voilà, demain, l'invité café de votre matinale radio sera Christian Vernodon, représentant de la Polynésie au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Il viendra présenter ses propositions pour aider la Polynésie à traverser la crise du Covid. Et on ne le dira jamais assez, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. Les personnes à risque, malades, âgées, doivent autant que possible éviter les lieux publics et garder leur distance physique, y compris avec les enfants. En cas de doute sur votre état de santé, isolez-vous et appelez le 40 45 50 00 ou le 15 en cas d'urgence. Cette brève judiciaire maintenant, l'affaire opposant Oscar Temaru et le procureur de la République Hervé Leroy, qui devait être examinée ce mardi au tribunal de première instance de Nouméa, a finalement été reportée au 4 novembre prochain. On parle éducation avec l'enseignement du dialecte Rurutu dans les écoles élémentaires de l'île. Nous vous l'annoncions la semaine dernière. Il va falloir pour cela produire des écrits, des manuels qui n'existent pas. Un projet destiné à préserver non seulement la langue vernaculaire, mais surtout les connaissances ancestrales orales de l'île. Le reportage sur place de Heya Parau Tokorangi. Le projet est ambitieux pour la dizaine d'enseignants concernés par ce dispositif. Pour les rassurer et les accompagner au mieux dans la mise en place de ce programme, 2 inspecteurs de l'éducation nationale, une académicienne originaire de Rurutu, une conseillère pédagogique et un enseignant animateur en Rio Rurutu ont encadré cette formation des enseignants du cycle 1 et cycle 2. Un projet de production de ressources sera initié pour compléter les quelques supports pédagogiques existants. Des partenaires culturels, associatifs, des références de l'île en Rio Rurutu y contribueront fortement. Et puis je souhaite aussi que soient créés des supports spécifiques à Rurutu. Rurutu foisonne de légendes, foisonne de patterns, foisonne d'histoires qui sont propres à cet archipel et surtout à cette île, qu'on va mettre en valeur, qu'on va transcrire et qu'on va mettre entre les mains de nos enfants à travers bien sûr l'étayage des enseignants. On nous a ouvert un créneau sur la banque de données de l'Océanie en Rio Rurutu. Donc nous avons plus ou moins commencé à mettre des termes que l'on parle uniquement à Rurutu et utilisés par la population Rurutu. Si la grammaire et la conjugaison sont similaires au Rio Maori, un lexique de Rio Rurutu sera créé au fur et à mesure par l'équipe pédagogique, enrichi par les personnes ressources de l'île, dont les parents d'élèves. Et même tous les parents, même les personnes âgées, ils vont soutenir parce que voilà, c'est notre langue et ça fait chaud au cœur d'entendre un enfant parler notre langue maternelle. Et tes enfants, tu leur parles en Rurutu ? Non, même pas. Pourquoi ils ne te comprennent pas ? Là, c'est pas qu'ils ne me comprennent pas, c'est peut-être parce que je ne parle pas souvent le Rurutu. Autre élément incontournable à la réussite de ce dispositif, le personnel communal affecté dans les écoles.
ces fameuses tatis de la cantine, des aides maternelles et femmes de service au contact des enfants du matin au soir pourront désormais parler en Rurutu aux enfants. En attendant que l'Académie Rurutu se mette en place, communes, représentants du monde associatif et culturel, parents d'élèves et enseignants, tous se sont accordés pour soutenir ce dispositif de Rio Rurutu à l'école. Voilà un beau projet qui pourrait inspirer les 4 îles voisines qui composent l'archipel à préserver aussi leur dialecte. En Nouvelle-Calédonie, l'été sera chaud et pluvieux. La Niña est de retour sur le Caillou et donc tout le Pacifique. Caractérisé par d'importantes précipitations, le phénomène climatique est en train de débuter. Il pourrait causer davantage de cyclones au cours des prochains mois, mais avec une moindre intensité. Laure-Lie Aubry et Cédric Michaud. C'est un événement météorologique qui se produit tous les 4 à 5 ans quand l'eau de surface de l'océan Pacifique se refroidit. La Niña est de retour et devrait durer tout au long de la saison chaude. Bonne nouvelle pour nos milieux naturels très exposés au risque incendie. Le phénomène s'apprête à influencer les vents qui deviendront plus faibles. Un impact est également attendu sur la température de l'eau et les pluies. On s'attend à avoir davantage de pluie et des températures légèrement plus élevées. Ce que montrent les statistiques, c'est qu'on s'attend à avoir à peu près 20% de pluie en plus que d'habitude. Autre anomalie climatique générée par la Niña, l'augmentation possible du nombre de cyclones dans notre zone pacifique. Une prévision moins préoccupante qu'il n'y paraît. Ce qu'on voit au regard des 40 années d'observation cyclonique passées, c'est que quand on est en situation La Niña, on a un nombre de phénomènes au voisinage de la Nouvelle-Calédonie qui est un petit peu plus élevé, à peu près un phénomène de plus que d'habitude. C'est-à-dire que par saison, on aurait 4 à 4,5 phénomènes au lieu de 3 à 3,5. Et en revanche, on voit que ces phénomènes sont souvent moins intenses aussi. Le retour de la Niña ne réjouira pas les amateurs de voile, certes, mais il fera le bonheur des professionnels du monde agricole qui, cette année, pourront échapper aux problématiques de sécheresse habituellement si redoutées. Retour au Fénois pour clore ce journal avec l'exposition des mamas et papas des Australes. Des chapeaux, de la vannerie, des produits artisanaux vous attendent au centre Vaima à Papeete. Ils ne sont qu'une dizaine d'artisans cette année. Bien sûr, les visiteurs et clients sont priés de respecter les gestes barrières et surtout la distanciation physique. Le port du masque est aussi obligatoire. Écoutez cette réaction au micro de Patita Savea. Donc à découvrir jusqu'au 1er novembre. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 70 élèves du lycée Diadème testés positifs au Covid-19. C'est tout l'établissement, bien sûr, qui est fermé à 3 jours des vacances scolaires. Avec 77 hospitalisations, le coronavirus qui a fait au moins un nouveau mort ce mardi, met à rude épreuve le service de réanimation du Taoné, un service qui fonctionne à flux tendu. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Dauphin refait surface à Tiareille ». Tahiti Info avec cette phrase « C'est le moment de réagir ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.